Notre titre suggère que la liberté est toujours en mouvement, que nous sommes appelés à la liberté, et donc insuffisamment libres. La vie est comme un travail continu de libération, de lutte contre l'aliénation. Et puis il faut noter un lien étroit entre liberté véritable et accès à la vérité. Et je me souviens d'Hervé Messager, qui était le kinésithérapeute de Vincent Humbert, un jeune homme qui est mort en euthanasie en 2003. Et Hervé avait dénoncé cette euthanasie et tous les mensonges autour de cette euthanasie. Et je lui avais posé la question, parce qu'il avait pris énormément d'insultes, il avait été extrêmement courageux, seul contre tous. Pourquoi as-tu été si libre ? Sa réponse, je l'ai fait par amour pour la vérité. Je propose de commenter 6 obstacles qui entravent notre liberté véritable. Premier obstacle à la liberté, l'ignorance. C'est comme la mère de toutes les errances. Elle nous interdit de penser et d'agir en connaissance de cause. Quel est le sens d'un choix libre si nous ne savons pas à quoi il nous engage ? Vous connaissez peut-être l'effet de Dunning-Kruger, qui ont étudié notre façon de réfléchir et de prendre position par rapport à des sujets. L'abscisse de leur schéma manifeste notre degré de compétence, de débutant à expert, et leur donner notre degré de confiance. Eh bien, ils ont pu montrer que moins on connaît un sujet au tout début, plus on acquiert sur ce sujet une conviction forte marquée par un fort degré de confiance. C'est la montagne de la stupidité. Très vite, quand on a étudié un peu le sujet, on descend dans la vallée de l'humilité. On ne sait plus. Et il faut beaucoup travailler pour retrouver un niveau de confiance fort sur le plateau de la consolidation, niveau de confiance toutefois qui ne sera jamais aussi fort que lorsque nous étions stupides. Alors c'est ce schéma qui s'applique à nos modes de fonctionnement, à par exemple 3 domaines d'application. Dans la pandémie, je vous laisse réfléchir à la façon dont nous nous situons les uns et les autres sur les différents points, les différents débats cruciaux autour de la pandémie. En matière de vote, quel est le sens d'une démocratie si on n'a pas de compétences ? Vous voyez, on va avoir un degré de confiance pour tel ou tel, mais sans avoir vraiment un niveau de compétence suffisant. D'où la nécessité d'une montée en compétences démocratiques, des compétences des citoyens, pour que la démocratie soit vraiment vive et digne de ce nom. On peut noter aussi que les atteintes à la vie sont toujours réalisées en méconnaissance de cause, à cause de difficultés présentes ou de peur de l'avenir, qui voilent la réalité. C'est vrai en début de vie, les femmes qui subissent l'avortement souvent non seulement ignorent la valeur de la vie, mais tout le potentiel de celui ou de celle qu'on ne laissera pas naître, les potentiels de lien avec les autres, de développement, etc. Et puis même chose en fin de vie. On a vu avec Jacques Ricot que l'euthanasie était une étrange liberté, entre guillemets, puisqu'elle annihile toute capacité de liberté, puisqu'on se prive par la mort de vivre. Mais justement, on ne sait pas ce dont on se prive. Je me souviens d'une jeune femme qui avait obtenu de sa mère qu'elle soit euthanasiée. Sa mère lui avait promis, sa mère n'a pas pu le faire. Et elle a dit, cette jeune femme, dans les moments ultimes de sa vie, « Je n'aurais jamais cru qu'on vivrait des moments aussi forts. » Ces instants précieux pendant la rémission à laquelle elle ne croyait pas. Voilà en quoi cette liberté de vivre ne doit pas être volée en anticipant cette échéance. Deuxième obstacle à la liberté, l'auto-enfermement, qui est aussi une aliénation. C'est le syndrome de persévération. On pourrait détourner la formule latine bien connue en disant « perseverare humanum est ». Et les études le montrent, plus on se trompe, plus on s'enferme dans l'erreur. Par exemple, si vous avez un forfait de téléphone catastrophique, vous payez beaucoup trop, eh bien plus les mois et les années passent et moins vous avez tendance à changer de forfait parce qu'il faudrait avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est fait avoir pendant des années. Même chose pour les changements de style de vie, auxquels appelle la crise environnementale. Ils se heurtent à cette tendance que nous avons à l'inertie, tendance qui croît avec l'âge. Les Occidentaux risquent d'abandonner l'appel au changement, tout triste, car nous avons de grands biens. Et c'est une aliénation, c'est une perte de liberté. L'auto-enfermement dans les idées qui nous arrangent s'exprime aussi par ce qu'on nomme des biais de confirmation. Nous avons tous tendance à privilégier ce qui nous confirme dans nos présupposés en minimisant tous les signaux contraires. C'est une forme d'auto-justification. Maurice Zundel l'exprime en disant que nous avons une tendance irrémédiable à donner à la vérité notre propre visage. Aristote disait « Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé ». Ce sont des biais aliénants. Alors naturellement, il est plus facile de dénoncer ces biais chez les autres que de les identifier chez soi. Dans un livre « Introduction aux études animales », qui est un manuel typiquement antispéciste, il y a un tel biais. L'auteur critique le fait qu'on s'insulte du nom d'animaux, que les animaux sont à ses yeux toujours utilisés pour s'insulter.
En fait, elle a tort. Regardons tous les moyens que nous avons d'utiliser les animaux pour nous dire du bien les uns des autres. On parle de son lapin, sa biche, sa poulette, son petit loup, son chaton, etc. Donc c'est ce genre de biais, c'est le signe d'une pensée qui est verrouillée autour d'un présupposé. Et on le voit dans les études de genre, c'est la même chose. Alors Alliance Vita, nous essayons de ne pas donner à la vérité notre propre visage. Nous évitons les formules ou pensées à l'emporte-pièce. Par exemple, certains, c'est pas parce qu'on est hostile à l'avortement qu'on va affirmer que toutes les femmes qui ont l'expérience de l'avortement sont déprimées. Ça serait faire une généralité contraire à la vérité et qui ne sert pas la liberté véritable. Notre liberté doit donc s'affranchir des idéologies pour repartir de la réalité du réel, la terre, le corps, le temps, les cycles de la vie, qui eux, on peut dire, ne mentent pas. Troisième obstacle à la liberté, l'esprit de caste. Nous avons beau vivre dans des sociétés hyper individualistes, nous restons captifs de nos castes. C'est comme un mal systémique qui touche les groupes d'appartenance, couples, familles, équipes, communautés, entreprises, associations, y compris les anciens élèves de telle ou telle grande école. Prendre position contre l'avis dominant de nos communautés d'appartenance est quasi héroïque. Nous avons aussi observé à Alliance Vita, lors de nos enquêtes ou de notre travail, que les lycéens de 16 à 18 ans sont plus libres d'avoir des idées non conformes à la pensée dominante que les étudiants, qui sont déjà formatés comme aliénés dans leur pensée. Les changements de vie des jeunes professionnels sont encore plus difficiles. Prendre à contre-pied le groupe au sein duquel nous nous sentons exister, c'est peut-être encore plus difficile pour des adultes installés. Poser des paroles et des choix libres est d'autant plus difficile qu'il y a un prix à payer, un statut à perdre. Je me rappelle d'une personnalité amie qui nous avait aidés pour défendre l'intégrité de l'embryon humain. Il avait ensuite eu des hautes fonctions administratives auprès du gouvernement et il était venu me voir en me disant « Tu sais, l'embryon, c'est compliqué ». Il avait perdu sa liberté. J'ai senti qu'il ne pouvait plus reconnaître la vérité. Et à la longue, la peur de perdre quelque chose, notre notoriété, notre crédit, notre poste peut-être, notre avancement, ça nous conduit à l'autocensure. Nous devenons les geôliers de notre langue, nous sommes comme interdits. Mais à force de plus oser dire à voix haute ce que nous pensons, nous n'osons plus le penser. Le fort intérieur est abîmé par la peur. Et c'est ainsi que la plus précieuse des libertés fondamentales, la liberté de penser, s'éteint sans bruit, comme dans une prison intérieure. Notre ancien président, le docteur Xavier Mirabel, racontait combien, lorsqu'il était étudiant, le fait d'avoir su dire non avec fermeté lors d'un bizutage qu'il trouvait indigne, avait vraiment compté pour lui. Il s'était soudain senti libéré. Et je pense que ce geste a été à l'origine de ses prises de parole vraiment libres. Grandir en liberté, c'est saisir la prochaine occasion pour oser casser l'unanimité du cercle qui prétend condamner quelqu'un ou simplement en dire du mal. Quatrième obstacle à la liberté, la rébellion. Attention au syndrome du rebelle. Se réfugier dans la contestation systématique et individualiste des esprits libres, ça relève aussi de l'aliénation. La chef de M. Seguin, qui rêve d'escapade, perd sa liberté, dans la mort. S'affranchir de sa condition, des limites qu'elle impose, ce n'est pas une vraie libération. D'un certain côté, la quête transhumaniste ressemble à celle du poisson qui déciderait de sortir de l'eau pour s'en libérer. La véritable libération, pour un poisson, c'est de consentir à sa dépendance vis-à-vis de l'eau, qui est la condition de sa survie. Et on peut transposer ce fantasme à nos vies personnelles, à chacun de consentir au cadre sécurisant, personnel et communautaire, à l'écosystème dans lequel il peut grandir en liberté. Cinquième obstacle à la liberté, en sens inverse, la soumission. Ne pas cependant ressembler donc au chien grassouillet de la fable de La Fontaine, vous savez, dont la marque du collier fait fuir le loup, qui court toujours. Contrairement au chien, et comme le loup, nous sommes appelés à davantage de liberté. À ce titre, gare au gourou. S'inféoder, se subordonner, s'aliéner à autrui, c'est une tentation sécurisante. Il n'y aurait pas de gourou sans gouroutiser. Et pourquoi sommes-nous tentés de remettre notre liberté entre les mains d'un soi-disant sauveur ? À cause de l'articulation entre les grandes épreuves inhérentes à la vie et notre aversion pour l'incertitude, qui nous angoisse. J'ajoute que la quête du sauveur providentiel est d'une compulsion vraiment connue et typiquement française. L'homme providentiel, on ne le cherche pas seulement politique, mais pour régler des incertitudes religieuses, sanitaires, éducatives, économiques. La pandémie, qui est un contexte d'incertitude majeure et de tâtonnement, et c'est un lieu dans lequel nous avons vu beaucoup de situations d'aliénation volontaire.
soit au pouvoir en place, soit à ceux qui le contestaient. Il ne m'appartient pas de désigner un vainqueur dans le concours de tâtonnements, d'erreurs ou de mensonges opposant les divers camps. Et c'est déjà bien difficile de garder sa souveraineté de pensée. Sixième obstacle à la liberté, se laisser téléguider. Nous pouvons devenir les marionnettes du système consumériste ou bien du système étatique. Deux exemples. Je surfe en toute liberté sur mes écrans, englué par cette aliénation consumériste. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan Harris, l'ancien philosophe de Google, qui a montré combien les logiciels des réseaux sociaux sont conçus pour nous aspirer. Il dit « on vole chaque jour des millions d'heures à la vie des gens ». Noyés dans les flots d'informations, de notifications, de distractions, nous ressemblons aux personnages de Matrix qui croient vivre librement alors qu'ils sont entretenus dans des bains anesthésiants. Puis je peux aussi me laisser téléguider par le système individualo-collectiviste, c'est l'expression de Gilles Hériard-Dubreuil, qui va me déresponsabiliser par l'excès de normes et de centralisation et l'effacement des corps intermédiaires. Ça m'y prédispose. C'est le risque de l'écologie dite punitive. Au lieu de grandir en responsabilité, de faire des choix libres, nous sommes téléguidés par des carottes et des bâtons fiscaux. Donc changer de fenêtre, de chaudière ou de voiture en raison des exonérations. Est-ce vraiment faire preuve de liberté ? Dans le cadre du courant pour une écologie humaine, nous travaillons pour la réappropriation de notre responsabilité à l'échelon des communs qui nous lient à d'autres. Et puis à Alliance Vita, nous contribuons, grâce à l'aide de nos donateurs, à faire que ce ne soit plus vraiment l'État seulement qui joue son rôle, mais que nous jouions notre rôle politique. Par exemple, quand on diffuse le guide des aides aux femmes enceintes que l'État a renoncé à diffuser. On n'attend pas tout de lui. En conclusion, je finirai par 3 éléments à retenir pour croître en liberté. D'abord, la libération n'est pas seulement un enjeu personnel. Nous avons besoin de grandir ensemble en liberté, ce qui s'oppose à une conception individualiste, à la fois ultralibérale et libertaire de l'être humain. Nous sommes co-responsables quand, avec d'autres, nous nous ressaisissons d'une question, d'un problème, d'une ressource qui nous concerne les uns avec les autres pour co-construire ensemble les règles qui permettront de préserver le bien de chacun et de tous. C'est ça, faire vraiment preuve de liberté ensemble. Exactement comme 2 parents qui gouvernent leur famille en toute souveraineté. Nous sommes, pour ainsi dire, encordés, interdépendants. Dans notre quête de liberté, ça existe bien sûr la confiance entre ceux qui ont accepté d'être encordés les uns aux autres. Et puis deuxième remarque, nous sommes tous des passeurs de liberté. Et une des clés pour passer de la liberté, c'est l'écoute, qui est un moyen donné à l'autre de reprendre les rênes de sa liberté en déposant d'abord ce qui l'enchaîne. On est tous libérateurs de vérité, par une écoute non intrusive, confiante, qui libère les capacités enfouies de la personne. Et puis, troisième et sans doute remarque principale, c'est le primat de la liberté intérieure. La contemplation des oiseaux aiguillonne notre soif de liberté, mais c'est un vol intérieur qui seul pourra l'étancher. Ce lien entre libération et dépossession a été magnifiquement décrit et vécu par Etty Hillesum en camp de concentration. Je la cite, « Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. » Alors je synthétise, grandir en liberté, c'est reprendre son destin en main avec d'autres et sans négliger l'aide des autres, en prenant du recul sur ses aliénations, se libérer de l'ignorance, de l'auto-enfermement, de l'esprit de caste, de la rébellion, de la soumission et du téléguidage. Cela suppose de grandir en clairvoyance et en humilité. Bref, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a du boulot.